Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dolce Velo. Alors, petite mise en contexte rapide parce que la chaîne part en couille, littéralement. Alors, il y a une vidéo qui va sortir prochainement qui reparlera un peu du mois d'avril et qui va un peu relater le début de saison cycliste. La vidéo sortira donc fin de week-end. Et j'avais fait une première vidéo sur le Giro qui reprenait un peu le parcours et qui reprenait aussi la startiste, ce qui pouvait se passer. Sauf que le son n'a pas été record, donc j'avais un peu même la flemme de remettre du son par-dessus ce que je faisais, c'était trop compliqué. Du coup, j'ai refait tout simplement une autre vidéo et on va présenter le Giro sous un autre angle. De toute façon, là, au moment où je vais sortir la vidéo, le Giro aura commencé. Donc, je vais pas parler des étapes en particulier parce que pour être honnête, le parcours me fait pas tant rêver que ça. Il n'y a pas de col non plus super connu, mythique, etc. Je pense que le plus haut sommet de ce Giro, c'est le Passo Gio. C'est pas le col le plus dur, mais c'est le point le plus élevé. Il y a des cols un peu connus comme le Blocos qui sont souvent pris au début de parcours. Il y a des villes arrivées connues comme Milan, Naples. Je pense qu'il y a aussi une étape un peu type Tirreno de ce type-là aussi en début de semaine. Il y a un chrono de 42 km, tout plat, donc qui va vraiment avantager les rouleurs grimpeurs. Et puis après, sinon pour le parcours, c'est tout. Il y a peut-être 4-5 étapes de montagne, mais c'est très léger, je trouve. Donc voilà, pour le parcours, on va pas plus en parler. Pour la startiste, en rapide, sur le plateau de sprinter, il y a quand même du lourd avec Jonathan Milan, Paul Magnier, du Arnaud Delis, du Tobias Zundandresen, du Dylan Groenewegen, du Pascal Ackermann. Ça pour moi on va dire c'est les gros noms qui devraient jouer la gagne, voire gagner sur les étapes. Puis il y a aussi Caden Gross qui est un peu plus complet, un peu plus passe-partout, mais qui est aussi un très redoutable sprinter. Ça on va dire c'est le pôle de sprinter qui devrait s'imposer sur les courses. À côté de ça, on va directement parler de la montagne parce que mine de rien, il y a un gros pôle de grimpeurs sur la course. Et vous savez, hein, quand le Grand Tour ne s'appelle pas le Tour de France, la course est hyper ouverte à des noms, des surprises. Et ouais, on connaît peut-être le vainqueur à l'avance. Hein. Enfin, il y a un gros favori sur la course, c'est Jonas Vingegaard. À part ça, franchement, le plateau il est assez ouvert. Donc allons-y. On va quand même commencer à part parler du Danois, qui, ouais, est certes le favori. Il sort d'une victoire sur la Vuelta la saison passée. Mais on peut aussi voir que le début de saison de Jonas Vingegaard est assez solide avec un début sur Paris-Nice avec 2 victoires d'étape, le classement général, tous les maillots. Tirreno Adriatico, il ne l'a pas fait du coup forcément. Et il a fait Volta Catalonia avec également 2 victoires d'étape face à du Lipovic, du Félix Gall, du Lenny Martinez. Le classement général remporté également. Donc l'enseignement à tirer de ce début de saison de Vingegaard, c'est que il gagne. Il gagne en solitaire. Mais surtout, il n'est pas tombé. Ça fait un bon moment que Vingegaard n'a pas eu de pépins sur le début de saison. Donc ça fait plaisir. Et on sait qu'il est gros favori sur le Giro. Mais on sait aussi qu'il va aller sur le Tour de France après. Et du coup, ça va être intéressant de voir un peu avec quelle fraîcheur il va sortir du Giro pour arriver sur le Tour. Parce qu'il est sur une saison vraiment très très solide. Et peut-être que c'est la meilleure saison et les meilleures jambes qu'il a depuis 3 ans. Du coup, à voir comment ça va se passer sur le Tour de France. Si il arrive à titiller Pogacar, ce que je ne pense pas. S'il arrive à assurer sa deuxième place devant des coureurs comme Lipovic, Remco Evenepoel ou encore Paul Sexas qui a annoncé sa participation au Tour de France. Passons aux candidats suivants, les candidats derrière Vingegaard. La lutte au podium. Pour ce faire, j'ai listé que 3 noms. Donc s'il reste 2 places, j'ai quand même listé 3 noms. Pour la peine, j'ai pas réussi à en lister plus. Enfin, on verra après qu'il y a une panoplie d'outsiders. Mais
pour moi, la lutte au podium est quand même fortement dessinée, avec trois coureurs qui se distinguent, qui ont l'étoffe d'être sur le podium. On va parler de Giulio Pellizzari, l'Italien qui réalise un très gros début de saison. Félix Gall, l'Autrichien qui a fait 5ème du Tour de France l'année passée, 5ème de la Volta, et qui cette fois vient sur le Giro, avec l'objectif clair d'être sur le podium. Et Jay Hindley, l'équipier sur la saison, mais qui est souvent le leader sur le Grand Tour, qui a fait justement 4ème de la Volta l'année passée. Donc on sait que c'est une valeur sûre sur le Grand Tour, et avec le plateau là, je pense que cette bataille interne entre lui et Pellizzari pour savoir qui sera le leader. Commençons peut-être par l'Italien. Que dire de plus? Sa saison sur Tirreno à Giulio Pellizzari était vraiment très solide. On peut le voir, hein, que ce soit même en janvier, février, il a commencé à performer en étant équipier. Tirreno Adriatico, il était leader avec un Roglic co-leader qui s'est mué un peu en équipier de luxe. Il finit 3ème du général, derrière Del Toro et Jorgensen. Il fait également le Tour des Alpes et il s'impose assez facilement devant du Bernal, du Arensman, donc des coureurs qui seront présents sur le Giro. Giulio Pellizzari, on sait que le Giro c'est une course qui lui convient très bien. C'est un coureur qui aime bien les cols plutôt longs. Et cette saison, on a surtout vu une énorme progression sur les cols relativement courts. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant et important à souligner. C'est que il y a soit une forte progression sur les cols courts et une stagnation, voire une régression sur les cols plus longs, soit une progression également sur les cols plus longs. Et avec le Tour des Alpes, j'ai l'impression que ça reste quand même une progression générale, donc qui sera à un niveau égal ou plus fort sur les cols plus longs. Et on verra aussi comment il tient sur 3 semaines, parce que on a vu sur la Volta l'année passée que la dernière étape, il a un peu flanché et il a perdu son maillot blanc. Donc, à voir. En tout cas, Pellizzari, pour moi, c'est le gros favori derrière Vingegaard. Parce que, tout simplement, il est jeune et qu'il a progressé de manière très significative sur ce début de saison. On peut ensuite parler de Jay Hindley, son équipier, qui réalise un début de saison plutôt timide, mais comme j'ai dit, Jay Hindley, c'est le gars en interview qui déclare clairement qu'il fait l'équipier pour sur le début de saison pour avoir un leadership sur le grand tour et qu'on lui rende l'appareil. Ça se tient comme argument, totalement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Que dire de plus? En fait, il faut vraiment se fier au résultat de Jay sur les grands tours précédents où il fait 4ème l'année passée. Il abandonne sur le Giro l'année passée. Il a toujours performé à un assez bon niveau quand il a eu sa carte pour le classement général. Donc, ouais, le lauréat 2022, on peut pas l'écarter. Malgré la montée en puissance de Pellizzari, on peut pas écarter le lauréat 2022. Et on sait que c'est peut-être son gros objectif de la saison à Jay Hindley. Il a clairement dit qu'il voulait qu'on roule pour lui sur le Giro. Donc, avec un Vingegaard qui sera au-dessus de tout le monde, à voir comment ça se dessine derrière. Si Pellizzari et Hindley se tirent les pattes, à voir si ça collabore bien pour mettre les deux mecs sur le podium. Mais il faudra vraiment faire attention parce que, certes, le plateau, pour moi, derrière les trois coureurs là cités pour le moment est assez faible. Mais il reste quand même la valeur Félix Gall, dont on peut parler maintenant, qui pour moi est le meilleur grimpeur derrière les aliens. Félix Gall, c'est peut-être le grimpeur le plus régulier derrière les gros noms type Pogacar, Vingegaard. Mais on connaît aussi ses défauts à Félix Gall. Et c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué de le mettre plus haut que un podium. Je pense que même s'il fait podium, je suis pas sûr qu'il fasse deuxième en fait, parce que ses défauts sont trop criants et le profil, le parcours du Giro 2026 vont vraiment le mettre à mal. Avec ce chrono de 42 km dont on a parlé, mais un parcours avec des descentes super techniques, et Félix Gall en descente c'est très compliqué. Néanmoins, on a vu en début de saison que quand ça grimpait, il aimait bien attaquer, il aimait bien se tester. Peut-être un peu trop. Sur le tour, il finit 5ème de la grosse étape de montagne, alors que je pense que
s'il avait été un peu plus dans le contrôle et dans la réflexion, enfin l'intelligence de course, il finissait deuxième. En tout cas, il a les jambes pour monter, ça c'est sûr. On verra comment l'équipe va s'organiser pour l'aider en descente. Mais le podium est clairement envisageable s'il n'y a pas de pépin, s'il n'y a pas d'erreur à son niveau. Passons ensuite aux coureurs d'après. Je les ai appelés les anciens parce que c'est une liste de coureurs qui soit sont habitués au top 10, soit habitués peut-être même à mieux. Mais de manière générale, c'est des gars qui ont besoin de reprouver parce que soit au début de saison n'a pas été bon, soit ça fait un moment qu'ils n'ont plus été performants sur les grands tours, soit ça fait un moment qu'ils n'ont pas été sur le Giro, la Volta, et qu'en fait ils sont entêtés sur le tour. Il y en a beaucoup dans cette liste. Et sans plus tarder, décrivons-les un par un. Voyons si il y a un de ces mecs-là qui peut aller titiller le podium ou même le top 4 de ce Giro. Pour commencer, peut-être pas le nom le plus impressionnant, mais c'est l'équipe la plus impressionnante de base. C'est Adam Yates. Alors Adam Yates, ça fait un petit temps qu'il n'a pas performé sur Grand Tour, parce qu'il a surtout fait l'équipier de Pogacar, l'équipier de Almeida, l'équipier même de Ayuso. Mais force est de constater que il a toujours les jambes, il est toujours le bon soldat. Maintenant, cette année, j'ai l'impression qu'Adam Yates a quand même régressé. Et paradoxalement, c'est l'année où il doit se retrouver leader sur le Giro parce que on a la non-participation de Joao Almeida qui est toujours pas remis physiquement de ses pépins. Du coup, Adam Yates, j'estime haut quand même parce que il est dans l'équipe UAE Team Emirates, qui est dans une équipe qui sait travailler les grands tours, qui venait à la base pour même gagner, voire podium le grand tour. Donc, je pense qu'ils vont savoir quoi faire pour mettre Adam Yates dans les bonnes dispositions. Maintenant, en termes de jambes, en termes de niveau, je ne sais pas si Adam Yates est capable d'aller chercher le podium. Je le cite quand même en premier parce que c'est un coureur d'expérience qui bah, a peut-être des ambitions hautes que le classement général, même si je pense que c'est lui qui sera pour le classement général. Il a aussi peut-être une victoire d'étape à aller chercher sur le Giro. Il n'a toujours pas gagné en Italie. Ce qui ferait que ça le mettrait dans ce cercle des vainqueurs sur les trois grands tours. Et en plus, Adam Yates, moi je me rappellerai toujours des années 2017-2018 où il était monstrueux sur Tirreno Adriatico. Donc je me dis par exemple pourquoi pas une étape de San Fermo en fin de première semaine où il pourrait tout simplement être très fort, très solide et pourquoi pas gagner l'étape tout en jouant un classement général par la suite. Mais voilà, peut-être Adam Yates, je l'estime cinquième au classement général de par l'équipe qu'il aura autour de lui avec du Yann Christel, avec du Soler, du Arrieta. Il y a quand même une belle équipe autour de lui. Mais lui-même, au niveau de ses jambes, je sais pas. On verra bien. A noter quand même qu'il sort d'une belle victoire sur le Grand Camino. Maintenant, la concurrence n'était pas incroyable non plus. C'est du Nordhagen, du Pinarello. Pinarello sera présent sur le Giro aussi, donc voilà, ça estime un peu la hiérarchie, le rapport de force. Mais face à du Inlay, à du Pellizzari, je sais pas si Adam Yates c'est au niveau en haute montagne. Ensuite, parlons de la doublette Ineos, l'équipe qui vient de changer de nom, qui s'appelle désormais Net Company Ineos Cycling Team. Parlons d'abord de Egan Bernal, qui réalise un bon début de saison, assez solide, mais en même temps un peu poussif. Je m'explique. C'est plus le Egan Bernal qu'on a connu, c'est clair. Cependant, pour moi, c'est devenu un gros coureur de classique, un bon grimpeur, surtout un bon puncher. Et malgré qu'il a toujours ses qualités sur 3 semaines, parce que c'est un coureur qui a. Ben, on rappelle, ça reste comme le vainqueur du Tour de France 2019, c'est un coureur qui a des capacités sur 3 semaines. J'ai l'impression que le niveau intrinsèque de grimpeur de Bernal a lourdement chuté depuis des années. Donc, l'année passée, il finit, si je dis pas de bêtises, 7ème du Giro. C'est pas mal. Mais est-ce que je le vois faire mieux cette année? Je suis pas sûr. Que je regarde
contre qui il perd l'année passée, c'est déjà du Pellizzari qui est là, du Caruso qui est présent, du Derek J qui est présent. Il n'y a que le podium qui n'est pas présent. Et quand je vois les noms autour, je me dis, est-ce que Bernal est toujours meilleur que les autres? Est-ce qu'il est toujours meilleur que Adam Yates? Est-ce qu'il est toujours meilleur qu'un Storer? Est-ce qu'il est toujours meilleur qu'un Rubio? Je suis pas sûr. Du coup, voilà. Bernal, ça a nous incité pour le top 10, très clairement. À voir si il sera assez haut dans le top 10 dans la première moitié ou s'il sera plutôt dans le fond de top 10. C'est pareil pour son équipier Tim Arensman, qui lui a peut-être l'avantage d'être bon en chrono, du coup les 42 km ça va être à son avantage. Tim Arensman réalise un début de saison assez sympa, mais on sent que c'est pas la première option chez Ineos. On a clairement vu sur Algarve que Vauquelin était meilleur, que Olney était meilleur. Les deux seront sur le Tour de France. Sur Tirreno, on a vu qu'il était pas mauvais, mais que la carte pour le général c'était même lui Sheffield. Et sur le Tour des Alpes, bah, il se fait battre par Bernal, son propre équipier. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser de Arensman. Lui qui a remporté 2 étapes sur le Tour l'année passée. De belles étapes de montagne en plus. Franchement, je sais pas quoi en penser. À mon avis, c'est aussi quelqu'un qui va lutter pour le top 10, voire mieux, hein, clairement. De toute façon, tous ceux qui sont bons en chrono, pour moi, sont dans la lutte pour le top 5. Parce que 42 km, entre le meilleur et le moins bon grimpeur, à mon avis, il y aura 3 minutes d'écart. Du coup, tu es obligé de citer les bons rouleurs parmi les favoris au top 5 parce que 3 minutes, avec peu d'étapes de haute montagne dont je vous ai parlé, c'est pas facile de reprendre, sachant que le niveau est très stacké dans un. Il y a un bon pôle de 10-15 grimpeurs qui ont un niveau très similaire, donc il faudra vraiment être bon sur 3 semaines et surtout perdre le moins de temps possible sur toutes les étapes casse-pattes et surtout le chrono. Donc peut-être que Arrosman a ce petit avantage par rapport à Bernal à cause de ça, à cause du chrono. Maintenant, pour être honnête, est-ce que je vois vraiment Arrosman être une menace pour le podium? Non. Passons au coureur suivant, Ben O'Connor. Alors, Ben O'Connor c'est l'énigme parce que c'était un énorme grimpeur il y a peut-être même encore 2 ans, 3 ans. Il a fini deuxième de la Vuelta en 2024, quatrième du Giro en 2024. Bon, en 2025, on a vu un Ben O'Connor déjà qui galérait un peu plus. On a vu un grimpeur qui avait l'air d'être plus axé sur des performances sur les classiques et ça n'a pas marché non plus. Il était sorti deuxième des championnats du monde 2024 et depuis, bah ouais, il a sorti un peu des performances de puncher, enfin de coureur de classique. C'était pas intéressant en tout cas ce qu'il nous a proposé, alors qu'on était peut-être face au meilleur grimpeur derrière justement l'élite Pogacar Vingegaard. Et 2025 n'a pas été une bonne saison pour lui, il finit même pas top 10 du Tour de France, il remporte comme une étape, mais il se fait voler le top 10 par Jordan Gega sur la dernière étape. La Volta n'est pas incroyable, il abandonne. Et 2026, c'est pas non plus l'assurance touriste parce que il y a cette 10e place au Down Under, mais anecdotique. Il y a la perte au championnat du monde où son équipe fait n'importe quoi et Luc Plapp qui sabote l'équipe alors que Bellocola était peut-être en passe de remporter le championnat national. Le tour est pas incroyable non plus, enfin il est pas bon tout court. La Catalogne il fait 13ème, ce qui est quand même assez loin. Quand on voit les noms derrière qui il est, c'est pas fou. Et sur le Tour des Alpes, là vous voyez, il a fait 8ème. Donc quand on voit les noms qui sont devant Ben O'Connor, il y a quand même quelques noms qui sont présents et c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant. Je sais pas trop où placer Ben O'Connor dans la hiérarchie. Un top 10 pour moi est envisageable parce qu'à partir du moment où tu fais 11ème du Tour de France et que tu arrives sur le Giro, oui, clairement tu peux faire un top 10. Maintenant, il y a beaucoup de coureurs qui allaient sur le Tour de France sans viser le général, qui ont fini derrière lui et qui sont peut-être pas moins bons que lui en montagne. Et je vais directement en citer un qui arrive là maintenant, c'est Enric Mas, qui, à mon sens, a toujours été un excellent coureur sur 3 semaines, mais qui a aussi beaucoup péché du fait d'être toujours sur le Tour de France. Ça va être sa première participation sur le Giro, et pour moi, ça fait
5 bonnes années qu'il doit être sur le Giro, qu'il doit au moins faire la course une fois. Malheureusement, ben, Movistar avait besoin de Enric Mas sur le Tour parce que c'était le grimpeur phare. Il a réalisé de belles performances hein, sur le Tour en 2021, je pense qu'il fait un top 5. En 2022, il n'est pas mauvais non plus de souvenirs. Mais ça fait un petit temps qu'Enric Mas, bah, il doit être présent sur le Giro parce qu'il grimpait bien, il était solide, il était régulier sur 3 semaines, il était pas mauvais en descente. Mais là, le Enric Mas de 2026, c'est un coureur de 31 ans qui ne grimpe plus aussi bien qu'avant, qui est plus un chasseur d'étapes. Maintenant, avec l'équipe Movistar, je pense qu'il va jouer le général parce que c'est un spécialiste de 3 semaines. C'est très bizarre, c'est très compliqué d'évaluer Enric Mas, mais si c'est le Enric Mas d'il y a quelques années, c'est un grimpeur qui peut être une menace pour le top 5, pour le podium. Maintenant, j'ai du mal à l'estimer. Peut-être plus fort que Bernal. Peut-être. Peut-être plus fort que Aronsman aussi. Plus fort que O'Connor possiblement aussi. J'ai envie de le mettre au-dessus, mais en tout cas, il faut aller chercher loin pour avoir des résultats meilleurs que ceux que j'ai cités. Passons ensuite au Canadien, Derek G. West. Alors, cas particulier, car ben, l'année passée, c'est le quatrième du Giro. Donc, sachant que les 3 premiers du Giro l'année passée sont pas là, c'est peut-être lui le plus gros nom à cocher pour viser un top 5. Il est bon en chrono, il est bon sur 3 semaines, il grimpe bien, il est assez complet. Franchement, il a tout. Maintenant, le début de saison est pas fou pour le nouveau Lidl Trek. 7ème de le tour, mais tu sens qu'il était juste anecdotique. Il finit avec des Nordhagen, des rondelles sur les étapes de montagne. C'est pas non plus incroyable. Catalogne, il a pas pu jouer quelque chose. Donc c'est un peu dommage. Et sur le Tour des Alpes, on voit qu'il est très loin. Donc je pense qu'il y aura une montée en puissance de Derek G sur le Giro au fur et à mesure des semaines. De toute façon, on a vu qu'il n'y avait pas de grosses étapes de montagne, mis à part le Blocos. Et peut-être la 9ème étape aussi qui finit en montée, qui est assez régulière. Mais je pense que le gros du Giro est en fin de tour. Donc un Derek G qui monte en puissance, ça peut être dangereux. Et lui aussi en chrono, il va pas perdre beaucoup de temps. Donc il faudra se méfier de lui pour le top 5, pour le top 10, clairement. Passons ensuite à Santiago Buitrago. Un coureur qui devrait finir plus ou moins dans le même temps que Derek G au classement général final. Lui aussi, il a eu des galères ces dernières années. Alors que 2024, il fait 10ème du Tour de France. 2025, c'était une année plus compliquée. Il abandonne sur le Tour. Ou sur la Volta, on sent qu'il n'a pas récupéré les jambes. Et lui aussi, ce début de saison, on sent qu'il n'avait pas récupéré les jambes, que ce soit sur Down Under, que ce soit sur les championnats nationaux de Colombie. Ensuite, il remporte le trophée La Gueglia devant Grégoire et Tiberi. Là, tu dis, ok, le puncher est de retour. Mais en haute montagne, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Alors que il nous avait habitués à mieux il y a 2 ans du coup. Il finit 7ème du Tirreno, alors que c'est censé être des étapes qui lui conviennent, de son calibre. Mais il finit quand même dans un groupe avec du Ciccone, dans un groupe avec du. Ouais, du Pinarello par exemple. Donc il finissait souvent derrière Roglic par exemple. Et Roglic, pour moi, c'est quand même la référence de. Enfin, la limite, l'aiguille qui va te dire si tu peux viser un podium ou pas. Et Butrago, par rapport à il y a 2 ans, je trouve qu'il a régressé. Donc, est-ce que je le vois être une menace sur le Giro? Non. Ça, par contre, ça sera un nom qui visera, qui tentera de survivre dans le groupe de leaders et qui visera sûrement son top 10, quoi. Et comme je l'ai dit, normalement, il devrait être aux alentours de Derek G au classement final. C'est 2 coureurs qui ont fini dans les mêmes temps sur le Tour de France il y a 2 ans. Donc pourquoi pas. Et si jamais Butrago se plante, il y a toujours l'éternel Damiano Caruso qui sera présent. Lui qui réalise sa dernière année dans le peloton, je ne sais pas trop quelles sont ses ambitions sur le classement général. Maintenant, Caruso, à chaque fois qu'il a été mis pour un classement général sur le Giro, il a performé. Il a toujours fait top 10 quand il le fallait. Donc,
À voir ce que ça va donner. L'année passée, il finit encore à une belle 7ème place, si je dis pas de bêtises, non. 6ème, 5ème, d'un Giro où c'est censé être Tiberi le leader à la base. Et tout ça, ouais, à l'âge de 37 ans. Caruso, c'est vraiment une machine. Mais est-ce qu'il va faire un tour d'honneur plutôt que vraiment jouer un classement général? Tout dépendra des performances de Buitrago. En tout cas, c'est la dernière année de Caruso. Et le plus gros souvenir qu'on va avoir de lui, clairement, c'est l'année 2021 où il réalise cette 2ème place du Giro sans vraiment qu'on comprenne trop comment. Enfin, cette 3ème semaine de fou, il attaque Bernal, où il part avec son équipier qui lui fait la tapote dans le dos. Enfin, vraiment, c'est l'image iconique de Caruso. C'est ce mec qui aura toujours été l'équipier modèle pour les grimpeurs, pour les gros leaders, pour Nibali par exemple à l'époque. Il l'a même fait pour Tiberi il y a 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'il est toujours équipier pour les gros leaders. Mais quand on lui donne sa carte, lui aussi, c'était quelque chose, quoi. Continuons avec ouais, un dernier nom, deux, trois derniers noms peut-être de coureurs assez des habitués du top 10 en fait sur le Giro. On va commencer avec Jan Hurt, 35 ans, qui c'est peut-être la valeur la moins sûre pour être dans le top 10 à la fin, mais c'est le genre de coureur en fait sur le Giro qui se transcende. C'est le genre de coureur sur le Giro qui peut faire 5 semaines de haute montagne et d'altitude, alors qu'il n'y a que 3 semaines sur la course. C'est le genre de coureur qui, une fois qu'on l'enterre, peut renaître et sortir un fond de top 10 de nulle part. Donc je le cite. J'y crois pas trop parce que la forme est descendante, le niveau est en régression depuis un petit temps. L'année passée, il n'y a pas les jambes. Cette année, pour le moment, les jambes sont pas trop là avec les résultats. Mais Jan Hurt sur le Giro, ça reste quand même un nom à citer et un habitué des top 10. Donc je préfère le citer pour ne pas l'oublier plus tard. Michael Storer, c'est le gars qui fait 10ème sur les 2 dernières éditions du Giro. Lui, pareil, c'était un gros grimpeur qui a l'air d'être devenu un peu plus, un peu moins aérien et un peu plus puissant dans les jambes. Donc, je sais pas trop où l'estimer encore cette année. Je pense que il devrait soit jouer des étapes, soit jouer encore ce fond de top 10, mais je vois pas la progression en montagne pour le voir jouer plus haut. Donc, sachant qu'il a un équipier qui sera présent peut-être pour son premier Giro et qui jouera peut-être le classement général en la personne de Mathis Rondel. Franchement, j'aimerais bien voir Storer jouer des étapes. La dernière fois qu'on l'a vu jouer des étapes sur un grand tour, c'était sur une Vuelta où il récupère le maillot de meilleur grimpeur devant Bardet, son équipier. Et on a vu que Storer était super bon en montagne à ce moment-là. Il partait tout seul, il s'imposait, mais facile. Là, le Storer de cette année, il n'y arrive pas, il n'est pas capable. Donc, ouais, pourquoi pas jouer des étapes et jouer un maillot de la montagne pour Michael Storer. Je pense pareil pour Aener Rubio, car lui aussi, malgré qu'il ait fait top 10 des derniers Giro où il a participé, malgré le fait que ce soit un excellent grimpeur qui est rarement lâché, je pense que le fait qu'il y ait Eric Mas qui soit là pour jouer le général, ça va le libérer un peu, ça pourra le permettre d'aller jouer des étapes. Il a déjà remporté l'étape sur le Giro, devant Pinot et Cepeda il y a 3 années de cela. Mais ça reste un très beau grimpeur. Il est passé sur le Tour de France aussi. C'était très intéressant ce qu'il a proposé dans les échappées. Et ouais, la présence de Enric Mas, la présence de Juan Pedro Lopez, la présence de Javier Romo dans cette équipe Movistar, ça fait que Rubio il peut avoir ses libertés. J'aimerais bien le voir hors de ce classement général parce que je pense qu'il a atteint son plafond aussi avec ses 8ème places et 7ème places au classement général. Lui aussi il va perdre beaucoup de temps sur le chrono. Donc ouais, plutôt le voir jouer les étapes. Et je pense que dans cette liste des habitués au top 10, on a fini. On va transiter du coup vers une catégorie de coureurs. Vous voyez directement Chris Harper. C'est peut-être que ça met l'eau à la bouche. On va passer à la catégorie de grimpeurs qui sont incertains. C'est les gars qui sont pas en forme. On sait pas s'ils vont jouer un classement général parce que on les a peut-être plus vus depuis trop longtemps. On les a peut-être même jamais vus. Ils ont échoué à chaque fois.
Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. De toute façon, il reste pas non plus énormément de noms de grimpeurs à citer, hein. On a fait le plus gros avec tous ceux qu'on a cités avant. Mais bon, c'est quand même des noms qu'il faut citer parce que soit ils sont leaders uniques dans leur équipe, soit ben, c'est des coureurs qui peuvent proposer du spectacle tout simplement sur la course. Et je vais commencer avec Chris Harper, le dernier vainqueur en montagne sur le Giro. Lui aussi, début de saison compliqué dans sa nouvelle équipe, mais on sent que les gens reviennent petit à petit. C'est un bon grimpeur de base. Je sais pas trop comment c'est organisé l'équipe autour de Pitcock sur le tour, mais du coup, je pense que Harper va jouer un classement général sur le Giro. Maintenant, j'espère plutôt le voir jouer des étapes, être plus souvent en échappée que ce qu'on a vu l'année passée. Mais le voir être traîné dans le fond de top 10 et récupérer quelques échappées par-ci par-là, enfin pour aller prendre du temps, ça m'étonnerait pas. Donc je préfère citer Chris Harper parce que c'est un nom qui a déjà gagné sur le Giro et qui peut encore gagner sur le Giro. Lui par contre, c'est clairement l'inconnu, c'est clairement l'épouvantail de ce Giro, Lennart Van Velt. Concernant le niveau intrinsèque, Lennart Van Velt c'est top 5 grimpeur de la course. Ça pour moi je le dis clairement, c'est son niveau intrinsèque en montagne, c'est le top 5 des grimpeurs. C'est le gars qui peut titiller le podium. Maintenant, en termes de régularité, en termes de motivation, en termes de tout, il est zéro quoi. Ce début de saison est pas bon. Il y avait le tour qui était sympa, mais ensuite, l'Estradé ça va pas, Tirreno ça va pas. Les classiques ardennaises c'est pas fou, alors que c'était un premier gros objectif de sa saison. On a toutes ces rumeurs de transfert autour de lui qui font que bah, j'ai l'impression qu'il n'a pas la tête chez l'auto et il n'y a rien qui va chez l'auto pour le moment, on va être honnête aussi. Du coup, ouais, compliqué d'estimer Van Velt dans un bon classement. Maintenant, il a l'air d'être devenu motivé, mais il n'a jamais fait de classement général sur un grand tour. Il a toujours chuté, il a toujours eu des pépins. Donc, c'est triste pour le grimpeur belge, qui est peut-être le meilleur grimpeur belge du peloton actuel, devant Remco, devant Uite Brooks. Mais ouais, c'est. Il lui manque encore quelque chose, quoi. Il lui manque encore ce truc. Peut-être qu'une nouvelle équipe va lui faire du bien. Peut-être qu'il lui faut un Giro référence aussi pour enfin, une victoire d'étape sur le Giro, un classement général pour le remettre en confiance. Mais ouais, il est en perte de confiance totale. Donc, courage pour René Van Velt. Ensuite, un autre coureur qui devrait pas jouer le classement général, parce que bah, je pense qu'il en a marre, hein, tout simplement. Giulio Ciccone. Que dire? Encore un grand tour où il finira hors du top 10? Très sûrement. Encore un grand tour où un Giro il pourrait aller jouer le classement de la montagne? Très sûrement. Encore un Giro il pourrait aller remporter les étapes? Je l'espère. Pour le moment, son début de saison a été assez bon, mais sans plus. Je m'attendais à mieux quand même. Il fait 6ème du Tirreno. Je m'attendais quand même à ce qu'il soit plus dans la lutte au podium. Avec bah, notamment du Jorgensen, Johannessen, Pellizzari. Parce que l'école course, c'est ce qui lui correspond quand même le mieux. Ça reste quand même un gros puncher du peloton. On l'a vu sa victoire sur la Saint-Sébastien l'année passée, son podium sur la Liège-Bastogne l'année passée. Donc ouais, je m'attendais quand même un peu mieux sur Tirreno. Ensuite, Catalogne, il a été chercher le classement de la montagne. Il a été solide sur les étapes de montagne avec du Carapaz, avec d'autres grimpeurs assez nouveaux mais bons. Et là, je pense que ouais, il va jouer le classement de la montagne sur le Giro, des étapes. Enfin, je le vois pas rejoindre le classement général. De toute façon, il y a Derek G qui est là pour ça. Il y a un chrono qui est là aussi. Donc, qui va pas lui faire du bien. Donc, ouais, tout simplement, laissons-le s'amuser comme il a l'habitude. Et ce sera pas le seul à mon avis dans cette catégorie-là. Il y a des coureurs que j'ai même pas dans cette liste, que je ne cite même pas, mais comme du Christian Scaroni qui devrait à mon avis faire pareil, jouer le classement de la montagne. On l'a dit chez Movistar, il y aura forcément un nom qui va essayer de jouer ce classement aussi. Donc ouais, ça va être un classement difficile à aller chercher, mais Ciccone, c'est un bon. Enfin, il l'a déjà fait sur le Tour, il l'a déjà fait 2 fois sur le Giro, donc je m'en fais pas trop pour lui non plus. Passons ensuite à Filippo Zana.
Je mentionne Philippe Ozana parce que c'est peut-être le seul grimpeur de cette équipe Soudal Quickstep avec le forfait de Landa. Que dire? Je pense il est capable de jouer un classement général. Top 15, top 10, dans ces eaux-là. Il est en forme. Il a un bon niveau en ce début de saison, mais surtout un bon niveau de puncher. Donc, pareil, je ne vois plus jouer les étapes, mais on sait jamais. Quickstep aime bien toujours avoir un mec dans le top 15 au classement général, malgré que ça joue les étapes. Donc, je pense que ce sera lui cette fois qui va s'y coller. Il n'y a personne d'autre pour le faire. Maintenant, tu peux toujours être top 15 et jouer les bonnes échappées au bon moment, te faufiler et aller gagner des étapes, c'est totalement possible. Mais voilà, Philippe Ozana, un grimpeur en forme, un grimpeur à citer. Et comme d'hab, je préfère toujours mentionner les coureurs qui performent en ce début de saison et qui grimpent bien parce que on est encore sur le Giro, ça va être encore le début de saison, tant que c'est pas le Tour de France, la forme est souvent... enfin, quand la forme est présente là, la forme est toujours présente sur le Giro. Dernier nom, un des coureurs incertains. Enfin, je le mets incertain parce que, pareil, Jevine c'est un très bon grimpeur. Jevine c'est le gars qui peut aller chercher le classement de la montagne aussi. C'est le gars qui. C'est être un des meilleurs coureurs en échappée aussi. Mais c'est tout simplement parce que Jevine est un des meilleurs grimpeurs du peloton en fait. Mais qu'il ne va. Il ne peut pas jouer un classement général. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il a. Il sait pas descendre, il n'est pas habile sur un vélo. Ce qui fait que dès qu'il y a un chrono, on a vu que maintenant Jevine était super bon sur les chronos, il est vice-champion du monde en chrono du coup. Il a tout, il est super complet, on l'a déjà vu jouer un classement général par exemple sur un Tour de Romandie parce qu'il grimpe bien. Mais la descente, c'est pas possible. Et on est sur le Giro en plus, donc impossible de le voir jouer un classement général sur une course qui a autant de descentes techniques où il y a des risques de neige, de pluie, où ça va glisser et tout. Non, Jevine, c'est une chute très très dangereuse par année, minimum. Je ne vois pas jouer autre chose que même la montagne, mais par contre, il viendra gagner ses étapes sur le Giro, ça, j'en suis persuadé. On arrive dans cette dernière catégorie de coureurs. Il reste 5 coureurs dont on va parler. Ça va être aussi assez rapide. C'est les petites fraîcheurs du peloton avec 5 noms encore. Je les appelle les bambins. C'est les gars qui ont jamais joué de classement général, qui vont sûrement être là pour ça et qui peuvent tout simplement impressionner. 4 coureurs assez jeunes, un coureur un peu moins jeune. Commençons par le coureur de la Team Polti Visit Malta, Ludovico Crescioli. Petite surprise au début de saison du côté de l'équipe italienne et Malte. Disons que c'est l'équipe qui nous habitue à mettre des coureurs dans le classement général. L'année passée, c'est Piganzoli qui finit 14e. Je pense que cette année, Crescioli, assez jeune, peut impressionner. Je pense pas qu'il jouera le classement général, mais il peut se retrouver dans le top 20, hein, clairement. Et la forme est très très solide, très croissante, avec une victoire sur le Tour des Apennins, une quatrième place sur le Tour de Jura, derrière du Riccitello, du Gégat, tout ça. Le niveau en montagne est tel que oui, il faut le citer. Il sera intéressant, il sera solide. Et moi je le vois clairement, bah ouais, titiller en montagne, pourquoi pas même aller gagner une étape, ce serait bien pour cette équipe, l'équipe d'Alberto Contador qui n'a plus gagné depuis Fortunato. Ce serait vraiment sympa. Enchaînons ensuite avec Martin Lopez, qui, ouais, à 25 ans, est peut-être à son. C'est peut-être l'année où il va pouvoir jouer un premier classement général. Je pense qu'il est passé sur la Volta, il a tenté le classement général. Il finit. Ouais, non, même pas en fait. Hein. Il finit 22e. Je pense même pas qu'il jouait le classement général. Il a peut-être tenté les premiers jours, mais ça a pas tenu. Là, quand je vois l'équipe alignée et quand je vois la compo, bah, sachant que Scaroni va jouer les étapes parce que c'est le boss pour ça, à mon avis, ça va clairement être Martin Lopez qui va jouer le classement général. Astana après c'est une équipe très offensive donc il sera aussi en échappée, mais bon, il faut quand même toujours le citer. Ensuite, Alexander Cepeda, 27 ans, qui se retrouve leader par défaut dans cette équipe où Carapaz est forfait. Ça a toujours été le lieutenant de Carapaz. C'est un excellent grimpeur qui montre un bon niveau en ce début de saison. Je sais pas s'il jouera un classement général parce que le chrono va lui faire du mal. En tout cas, en montagne, il sera dangereux. Et c'est pas un coureur qui est bon en échappée.
C'est un coureur qui est plutôt bon à rester dans le peloton et à finir avec les bons grimpeurs, tout ça. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette lutte au classement général. Parce que je pense qu'il sera dans le top 15 sans vraiment prendre d'échappée. Et que s'il n'y avait pas ce chrono, ben, je pense qu'il pourrait même être un prétendant au top 10. Ensuite, deux noms qui vont vraiment être à surveiller, c'est deux jeunes coureurs qui sont très très solides et qu'il va falloir regarder. Alessandro Pilarello, le leader de cette équipe NSN qui n'a pas beaucoup de grimpeurs dans son effectif tout simplement, avec les départs de Woos, de Fuglsang, de G, de Froome, entre guillemets. Ouais, Pilarello se retrouve vite comme étant le meilleur grimpeur de cette équipe NSN. Et il réalise un bon début de saison. Il était solide sur au Grand Camino. Il était bon sur Tirreno Adriatico. Il était pas mauvais sur Algarve. Je le vois jouer un classement de la montagne. Pas un classement de la montagne, un classement général, pardon. Je le vois jouer un maillot blanc. Maintenant, il y aura Pellizzari dans cette lutte au maillot blanc. C'est très très compliqué. Mais je pense que lui et le coureur suivant, c'est vraiment deux noms qui vont pouvoir faire quelque chose parce qu'ils sont très bons en ce début de saison. Ils sont très impressionnants. Et ouais, je peux directement le citer, c'est Mathis Rondel, le coureur de la Tudor. Lui, il y aura quand même moins de pression de son côté parce qu'il y a Michael Storer dans son équipe qui sait faire du top 10 sur le Giro. Mais le niveau de Mathis Rondel en début de saison, c'est trop solide. C'est UAE Tour, 12e place, en étant dans les bons coups, dans les bonnes roues. Paris-Nice, 8e place au général, en étant toujours en queue de groupe avec les meilleurs coureurs. Et Tour des Alpes, c'est une 5e place au général, du coup, derrière Storer, les deux Ineos, et derrière Pellizzari, ouais. Je le vois jouer à un classement général. Je pense que c'est dans ses gènes à lui de jouer des classements généraux sur les courses par étapes. 3 semaines, ça reste différent, mais je pense que c'est un coureur formé pour ça. Ça fait très longtemps que Tudor le couve au sein de son équipe. Et là, je pense qu'il est arrivé à un niveau de maturation, un niveau de maturité tel que. Ouais, il peut directement jouer le classement général sur 3 semaines pour moi. Et lui, c'est un prétendant au top 10 par contre. C'est un prétendant au top 10 sans vraiment avoir de référence à ce classement. Donc voilà, les amis, on a fait le tour de ce, des grimpeurs pour ce Giro d'Italia. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vos petites codes, vos petits noms à surveiller, vos petits dossards. Et on se dit à toutes pour une prochaine. Il y aura du coup la vidéo, la preview qui va. Pas le preview, enfin. Comment dire? Il y aura cette vidéo récapitulative un peu du mois d'avril et début de saison qui va sortir. Et là, il y aura toutes les explications sur ce qui va se passer après. Donc, restez branchés ce week-end. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien et bon Giro à tous, les gars. Ciao, ciao.